Comment, sur cette base-là, avec ces données-là, on se pose la question, comment une entreprise peut-elle accélérer sa croissance en innovant grâce à l'IA? Est-ce qu'il y a une recette? Monsieur Rdissi, on ne vous a pas encore entendu. Non, ça l'a rangé, hein, qu'on lui pose pas de questions. Il était là dans son coin. Non, je vais peut-être prendre juste quelques secondes juste pour compléter ou pour donner juste un point de vue. Dans l'IA, d'abord, il faut savoir qu'il y avait deux grandes écoles. Il y a l'école classique, qui est une école en fait qui était d'abord basée sur de l'algorithmique, de la logique et du raisonnement quelque part. Et c'est une école qui était derrière, par exemple, les premiers systèmes experts, les premiers jeux sur ordinateur. Et donc et c'est vrai qu'aujourd'hui cette école est plus ou moins, on va dire, pas abandonnée, mais qui est moins utilisée. C'est-à-dire on était dans une logique où pour développer un jeu, on construisait des arbres de décision, on construisait des graphes, on construisait des algorithmes de type, par exemple, min-max, des algorithmes de recherche qui permettaient de manière plus ou moins, on va dire, je vais dire rationnelle ou de manière scénarisée, de construire une forme d'intelligence basée sur le raisonnement. Aujourd'hui, le plus gros de l'IA qu'on voit aujourd'hui, c'est effectivement de l'IA qu'on peut appeler basée sur de la donnée ou de l'IA expérientielle, c'est-à-dire qui est basée principalement, comme a dit Dr Maha, sur une donnée qu'on a donnée avec peut-être des résultats et qui va d'une certaine manière essayer de deviner quelque part les règles. Il y a aussi deux grandes écoles, on va dire. Il y a l'IA, en fait, on a toujours eu une sorte d'IA discriminative, dont l'objectif c'était de donner des données et de plus ou moins répondre à une question de catégorisation, de classification, de clustering, etc., ou de prédiction. Et on a maintenant une nouvelle école, et c'est pour ça qu'on parle de ce sujet, parce que le sujet de l'IA n'existe pas depuis aujourd'hui, ça existe depuis 70 ans. Mais aujourd'hui, il y a un focus qui est énorme sur l'IA générative. Donc on n'est plus sur de la discrimination, mais on est sur de la génération. Bien sûr, alors quand on parle d'entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de perspectives pour voir l'IA. Il y a une perspective, et il faut la prendre en compte, qui est peut-être aujourd'hui ignorée, qui est la perspective juste, je vais appeler ça de l'outillage. Le premier niveau, c'est de dire, de la même façon qu'au moment de l'émergence de l'informatique, on a commencé à utiliser les suites Office, Google, Gmail, etc., pour commencer à faire de l'informatisation, on va avoir de l'IAisation, si on souhaite, si je me permets le mot. Et dans cette IAisation, ce qui va y avoir, c'est juste que des gens, en fait, commencent à utiliser au quotidien. Au lieu d'utiliser Google pour la recherche, ils vont peut-être utiliser ChatGPT ou Bing ou Bard ou je ne sais quel autre outil de type LLM. Et au lieu d'utiliser des outils classiques de Office, ils vont utiliser des outils augmentés par l'IA comme Canva ou peut-être même Office ou Photoshop ou d'autres. Voire même des outils nouveaux et qui sont en train d'émerger. Je vais vous donner juste un exemple très simple pour illustrer 2 ou 3 cas de manière concrète. Bon, c'est pas des cas entreprises, mais c'est des cas individuels, mais qui peuvent montrer aussi qu'est-ce que ça peut apporter à titre individuel à chaque collaborateur, à chaque manager ou à chaque dirigeant. La photo que j'ai envoyée pour cet événement, où je parais dans mes meilleures conditions, est une photo que je n'ai pas inventée, qui est faite par l'IA. Donc moi, je lui ai donné, je n'ai jamais eu le temps de partir dans un studio pour faire une séance de shooting. Je me suis dit, il fallait trouver une solution. Et donc, en fait, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Aragon.ai ou un autre outil qui s'appelle StudioShot.ai. Je lui ai donné quelques selfies et il m'a sorti une 50aine de photos avec des cravates que je n'ai jamais achetées, avec toutes les couleurs que vous pouvez imaginer. Voilà. Ça économise un peu. Exactement. Et c'est aujourd'hui, ma photo sur LinkedIn, c'est ça. La photo que j'ai envoyée pour l'événement, c'est ça. Deuxième exemple. On a le droit de le mettre en commentaire sur vos réseaux sociaux? Alors, deuxième chose, bon, malheureusement, les défauts qui donc moi c'est dans l'autre sens. Alors la deuxième chose, c'est j'ai fait un exercice, je l'ai fait tout à l'heure dans le cadre d'une masterclass qu'on fait, et en fait l'exercice que j'ai fait, j'ai pris une photo de la salle. Je suis désolé, je n'ai pas pris la permission, mais je le fais a posteriori. Et j'ai utilisé un outil, ça aurait pu être ChatGPT, mais j'ai utilisé un outil qu'on a installé en local. Je lui ai donné la photo et je lui ai demandé 3 ou 4 questions. D'abord, qu'est-ce qu'il y a dans la photo? Il m'a dit, voilà, c'est une audience qui est en train d'assister à un événement et qui est en train de voir quelque part des gens qui sont en train d'intervenir.
Deuxième chose, je lui ai posé la question combien de personnes il y a sur la photo, donc il m'a donné le nombre de personnes, combien de femmes et d'hommes, donc je reviens à ce que disait Maha tout à l'heure, et je lui ai demandé quel est le niveau de concentration ou de focus de l'audience. Il m'a donné un résultat qui est de 7. Donc il y a des progrès 7 sur 10. Donc je lui ai demandé un score de 1, non, non, de 1 à 10. C'est pas mal, exactement. Mais je pense qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de voir. Alors je lui ai demandé bien sûr de préciser quels sont les critères qu'il a utilisés pour faire l'intention. Il m'a précisé les critères. Alors je lui ai demandé, je me suis aventuré pour lui demander, est-ce que les gens sont beaux dans la photo? Il a refusé de répondre. Voilà, il m'a dit c'est un truc subjectif, je suis désolé, je peux pas répondre à ça. Mais par contre, j'ai poussé le raisonnement en lui disant, est-ce que vous considérez d'un point de vue esthétique, agi en tant qu'artiste, d'un point de vue esthétique, est-ce que la photo est belle? Et la photo a obtenu un score de 9 sur 10. Donc il a dit qu'il y a une belle lumière, qu'il y a une belle disposition de la salle, une belle diversité de couleurs, etc. Et donc il a donné un point de vue esthétique. Ça c'est juste pour vous donner. Bon, bien sûr, ça aurait pu être utilisé dans le cadre d'un événement pour augmenter l'événement et pour mesurer en temps réel la concentration de l'audience et éventuellement permettre à l'animateur de savoir que bon, il y a une baisse d'attention et donc ça permet de. Troisième cas que je voulais peut-être donner dans le cas d'une entreprise, dans l'idéation. Ça c'est un exercice qu'on a fait il y a 2 semaines. On était en train de, en fait, on a travaillé sur la version arabe du site parce qu'on avait en fait une masterclass à faire en Arabie Saoudite et il fallait qu'on fasse la version arabe. Donc on était en train de sketcher un diagramme pour dire voilà comment on compte faire le site de telle façon, etc. On a pris la photo, on l'a donnée à ChatGPT. Bien sûr, il nous a dit c'est un diagramme d'onboarding d'un site web qui s'appelle AI Crafters et vous êtes en train de proposer que voilà il y ait une version arabe, une version française, une version anglaise. Première étape. Deuxième étape, je lui demande de me sortir un cahier de charge de ce projet. Il m'a sorti un cahier de charge de 3 pages qui précise les aspects fonctionnels et techniques de la solution. Je lui ai demandé de me donner un modèle de données. Il m'a donné un modèle de données et j'ai terminé en lui demandant de me sortir. Je lui ai dit, take a deep breath and work on this step by step. Et je vais vous dire pourquoi cette histoire de take a deep breath and work on this step by step. Je veux que vous me sortez le code en tel langage de ce site web. Et donc, en quelques minutes, j'ai obtenu un code qui permet de faire en fait cette logique d'onboarding avec une demande de formulaire et avec du contenu. Ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est que pour l'entreprise, le passage de l'idée au produit, de l'idée à l'innovation, n'a jamais été aussi court qu'aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y a une opportunité énorme pour les entreprises pour pouvoir expérimenter, créer de nouveaux produits et innover. Et c'est là où il faut. Donc, j'ai commencé par dire il y a de l'outillage, et je termine par dire que au-delà de l'outillage ou de l'automatisation de tâches ou de l'exploitation de données, il peut y avoir de l'innovation qui va être accélérée, plus accessible et possible pour permettre d'augmenter l'entreprise grâce à ça. D'accord, donc on retient que c'est un petit peu l'automatisation de toutes les tâches qui sont généralement chronophages en amont de la concrétisation d'un projet de développement ou de la confection d'une stratégie. Il y a le niveau de tuning qui est le niveau de base qui permet de créer de la productivité à très court terme et à faible niveau, donc de 10 à 30%. Il y a le deuxième niveau qui est le niveau d'automatisation où on peut faire un peu de l'augmentation par l'IA et à ce moment-là, on peut justement automatiser des tâches chronophages. Et il y a les 2 autres niveaux qui sont parfois ignorés, qui sont aussi fondamentaux, c'est le niveau données et le niveau innovation qui peuvent permettre de faire de la transformation de l'entreprise de manière plus globale avec des gains de productivité qui peuvent aller de 200 à 300%. En fait, quand on regarde un peu plus largement, c'est l'ensemble des procédures d'entreprise qui pourraient demain être concernées et augmenter, simplifier, optimiser grâce à l'introduction de l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est effectivement des exemples très, très éloquents sur des applications concrètes, puisque tu nous as montré par des exemples précis des choses qu'on pouvait éventuellement peut-être pas faire avant et qu'il a pu faire en quelques clics. Après, l'introduction, elle dépend énormément aussi de la valeur. L'IA, c'est pas... Voilà, c'est effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une accélération, notamment avec l'IA générative. Il y a des choses qui ont pris des mois, voire des années à être adoptées. Là on sent qu'il y a une révolution. On ne parle plus d'adoption, c'est vraiment une révolution. Il y a une
espèce de, comment dire, d'enthousiasme sans limite et d'adoption très très rapide. Mais il y a des choses, c'est peut-être pas visibles, comme ce qu'on voit sur l'IA générative, qui se font. Par exemple, moi je peux parler de notre secteur, hein, le secteur des télécoms. Aujourd'hui, des choses essentielles pour nous sont pilotées par l'IA. Un exemple, Par monsieur. exemple, les réseaux sont de plus en plus intelligents. Ils sont de plus en plus, comment dire, j'allais dire outillés, en tout cas dans leur construction de base. On a des moyens pour prévenir ou prédire les pannes, qui fait que on va anticiper et on va pas on va améliorer la qualité de l'expérience client. On a l'IA aujourd'hui qui est utilisée aussi de manière très importante au niveau de la relation client. On a l'IA qui est utilisée pour orienter les investissements de sorte à générer la meilleure satisfaction client. Et ça, c'est des choses qui sont intégrées dans les solutions et les développements. Donc il n'y a pas aujourd'hui un seul domaine, un seul type d'activité sur lesquels on ne voit pas effectivement progressivement arriver l'IA pour améliorer la performance, pour optimiser les process, pour automatiser, pour effectivement générer des données aussi, pour éclairer la prise de décision, pour renforcer la sécurité. Donc pour moi, c'est quelque chose qui va traverser en fait l'ensemble des processus d'entreprise.